Ah, c'est quoi le problème? Manchester City, c'est quand même une équipe qui fait débat depuis maintenant un an et demi. Cette saison, les problèmes au moins sont assez évidents. C'est un peu l'efficacité dans les deux surfaces, aussi bien en attaque qu'en défense. Le plus évident aujourd'hui, c'est son attaque. 10 buts en 9 journées, c'est famélique. C'est très Ouais. très loin des standards des équipes de Pep Guardiola, qui sont réputées très offensives. Et quand on regarde dans le rétro, sur les 4 dernières saisons, la moyenne de buts marqués après 9 journées, elle est autour de 27 buts. Donc là, aujourd'hui, on est à 10. Donc on voit vraiment là où se situe le problème. Et les raisons sont un peu multiples. La première, en tout cas cette saison, c'est évidemment le corps de Sergio Agüero qui est en train de lâcher un petit peu, qui est rattrapé par les blessures. Il n'a quasiment pas été là depuis le début de la saison. C'est quelqu'un, depuis quelques années, est enclin à être blessé assez souvent, assez régulièrement. C'est dû aussi à son âge, c'est dû aussi à sa manière d'enchaîner les saisons avant ça. Et que forcément, c'est un point noir pour Manchester City parce que son remplaçant, Gabriel Jesus, qui a lui aussi eu des blessures, mais qui répond pas totalement aux attentes. Et d'ailleurs, ça se voit dans l'attitude des dirigeants de Manchester City qui sont à la recherche depuis maintenant le mois de janvier d'un suppléant ou remplaçant à Gabriel Jesus. Ils ont contacté récemment Lautaro Martinez de l'Inter, Joao Félix de Mhm. l'Atlético Madrid. C'est les deux cibles privilégiées. Et ils se sont confrontés à un problème majeur, c'est qu'à chaque fois dans les discussions, par exemple, on leur a demandé mais qui est-ce qui va être sur le banc de City la saison prochaine, parce que Guardiola était en fin de contrat. Et Ouais. le fait que la semaine dernière, ils aient prolongé le contrat de Guardiola, ils se sont enlevé une épine du pied en espérant peut-être résoudre ce problème offensif du numéro 9. Une fois que Agüero sera revenu et il est en phase de retour, je pense que petit à petit, les problèmes de City vont se résorber. Parce qu'il faut rappeler que ce match contre cette défaite à Tottenham, par exemple, elle ne se joue pas à grand-chose, ça se joue vraiment sur des détails. Ouais. Quand on voit les stats, Manchester City a totalement dominé ce match. Mais encore une fois, il y a un manque d'efficacité devant et derrière. Il y a cette naïveté défensive et notamment dans les phases de contre-attaque. Quand ils sont contrés, Manchester City ne savent pas défendre. Et ça, c'est le travail de Guardiola et c'est un problème qu'on a vu régulièrement, qu'on a vu contre Lyon lors du Final 8, qu'on a vu cette saison contre Leicester, qui les a contrés, même contre Leeds. Et Guardiola doit absolument résoudre ce problème parce qu'il est majeur. En effet, rappelons-le, au-delà de l'aspect famélique de leur potentiel offensif, si je ne m'abuse, c'est la 14e équipe à domicile. Mm. Ce qui est étonnant, hein, plus qu'étonnant même. Quid d'Ederson? Est-ce que tu as un avis sur son début de saison? Est-ce qu'il fait aussi partie des différentes causes qui font que Man City est là, ou c'est moi qui suis trop dur avec lui? Non, non, non. Moi, je sais qu'Ederson, il y a régulièrement des erreurs, enfin des erreurs, des critiques quand il commet des erreurs ou quand il est moins décisif. Mais c'est un gardien qui est très peu sollicité. Et on dit souvent que la difficulté des gardiens, c'est quand ils sont peu sollicités d'être décisifs. Ouais. Et là, sur les derniers matchs, en tout cas, où City se fait prendre en contre, il est abandonné par sa défense. Il est livré à lui-même. Donc, c'est quand même très compliqué de lui reporter la faute. D'accord, très clair. En tout cas, ravi de voir que éventuellement Man City a Joao Félix sur ses tablettes. Je ne vais pas te cacher que c'est l'un de mes joueurs fétiches. Après, il est à peine en train de commencer à éclore à l'Atlético, donc à voir après avec l'argent, tout est possible. Mais le voir sous les ordres de Guardiola, ce serait magnifique. Ouais, c'est Tottenham-Chelsea, enfin Chelsea-Tottenham d'ailleurs, hein. Chelsea-Tottenham, c'est un choc énorme. C'est un derby londonien bien connu. C'est le derby le plus haineux Ouais. de Londres, bien plus d'ailleurs que qu'Arsenal-Tottenham, qui sont plus voisins. Et on a vu dans le passé ces deux clubs, Tottenham et Chelsea, vraiment s'affronter durement. Tottenham, on les attendait pas forcément là. Il faut être honnête. Il y a un an, c'était un club qui était en crise. C'était un club qui venait de limoger son entraîneur emblématique, Maurizio Pochettino, qui les avait portés jusqu'en finale de la Ligue des Champions. C'est un club qui avait opté pour José Mourinho, dont l'arrivée avait été accueillie avec une certaine froideur de la part des supporters. Il y avait beaucoup de méfiance sur ce qu'était devenu Mourinho, sur ses derniers passages à Chelsea et surtout à Manchester United.
Et c'est voilà, depuis l'arrivée de Mourinho, il faut reconnaître qu'il s'est passé quelque chose, puisque seuls Liverpool et Manchester City ont pris plus de points que Tottenham. C'est pas rien. C'est un entraîneur qui n'est pas non plus arrivé sur un champ de ruines. Hein. À Tottenham, il y avait quand même des bases assez solides, un collectif qui était en place, des individualités comme Harry Kane, comme Heung-min Son, comme Hugo Lloris, qui étaient quand même très importantes. Ouais. Mais Mourinho a apporté quelque chose d'intéressant à cette équipe de Tottenham. Il a apporté son cynisme qui faisait défaut peut-être à Tottenham, au Tottenham en tout cas de Pochettino, qui était flamboyant mais pas toujours assez efficace quand il fallait remporter des gros matchs face aux équipes importantes ou même gagner des trophées. Ce sera le prochain défi de Mourinho, remporter les trophées. C'est pour ça que Daniel Levy l'a fait venir, Mourinho. Il veut remporter les trophées. Donc Dans sa voilà. fameuse deuxième saison qui est dans chaque Mais club. c'est ce que tous les supporters de Tottenham peuvent rêver, en tout cas espérer, c'est que Mourinho confirme cette bonne série de deuxième saison. Voilà, encore une fois, moi je disais, ce match contre City, ça s'est quand même joué sur des détails. Moi, j'ai quand même, voilà, il y a cette main de Gabriel Jesus qui joue pas grand-chose, il y a cette frappe de Kevin De Bruyne dans la surface qui est repoussée par Gabriel Jesus qui est à terre. Donc voilà, s'il y a cette égalisation, peut-être que c'est un tout autre match et peut-être qu'on dirait des choses totalement différentes aujourd'hui. Il se trouve que Tottenham a été efficace et notamment en contre. Et là, c'est aussi quand les détails penchent en ta faveur, c'est que tactiquement et que mentalement, tu es hyper fort, tu es solide, tu es bien en place. Et ça, il faut reconnaître que c'est la force de Mourinho. Oui, très clair. Et gageons que, voilà, une fois de plus, la deuxième saison du Special One pourrait valoir à minima, j'ai envie de dire, un titre pour les supporters des Spurs. Concernant Chelsea, idem, ils abordent ce duel pleine balle, non? Ouais, complètement. Ils sont en pleine confiance. Ils enchaînent les victoires, ils enchaînent les clean sheets. Après, je trouve Chelsea quand même différent de Tottenham. Chelsea, de par son très cher recrutement estival, ils étaient forcément attendus. Peut-être pas forcément tout de suite dans la course au titre. Moi, je l'avais déjà dit et j'ai encore quelques petits doutes. Mais en tout cas, dans au moins top 3 ou top 4. Ouais. Et clairement, ce qu'on voit depuis le début de saison, c'est clairement une montée en puissance. Et le fait de retrouver Chelsea si haut, c'est aussi la faute ou grâce à l'apathie générale des autres grosses équipes, des débuts de saison un petit peu chaotiques de Manchester City, de Manchester United, même de Liverpool qui a laissé des points en route. Ouais. Donc l'apathie générale des autres a permis à Chelsea de perdre un peu de terrain au départ, de prendre un peu de retard, et puis de construire, de bâtir et de monter en puissance progressivement. Aujourd'hui, on a une équipe qui est complète, qui est équilibrée, ce qui n'était pas le cas la saison passée. On a une équipe qui devient efficace même quand elle n'est pas très très bonne. Ça a été le cas par exemple de son déplacement à Newcastle. Ouais. Ils n'ont pas toujours été très bons. Il y a eu des mouvements de flottement et ils ont laissé Newcastle revenir dans le match alors que Newcastle était d'une faiblesse abyssale. Mais voilà, c'est une équipe qui ne compte qu'une seule défaite en championnat. C'était contre Liverpool, il faut le rappeler. Ouais. Un match au cours duquel ils ont joué à 10 contre 11 pendant une mi-temps. Donc voilà, c'est plutôt solide. Et puis voilà, il y a un joueur, encore une fois, qui moi me semble important dans ce renouveau ou cet équilibre. C'est évidemment N'Golo Kanté, qu'on a vu très bon avec l'équipe de France et qu'on voit très très bon sous le maillot de Chelsea cette saison. En effet, et concernant les recrues estivales, notamment Ziyech est en train de trouver sa place et est en train d'apposer sa patte sur le jeu de Chelsea. Quel est ton avis concernant notamment Werner et concernant Havertz? Havertz, il se passe exactement ce que moi j'avais annoncé, c'est que c'est un jeune joueur qui est très prometteur, qui a coûté très cher, mais on a oublié que les jeunes joueurs ont besoin d'un certain temps d'adaptation. Il a changé de pays, il a changé de langue, il a changé de championnat, de football. Donc forcément, il va prendre un certain temps avant de retrouver son meilleur niveau, le niveau qui était le sien en Bayer Leverkusen. Et puis Timo Werner, c'est l'attaquant qu'on avait vu à Leipzig, que je préfère moi sur le côté gauche. Et j'étais persuadé que Lampard allait l'installer là parce qu'il a besoin d'une certaine liberté, il a besoin on va dire, de se décharger de la pression de la charnière centrale. On sait que c'est assez physique en Angleterre et que du fait d'être sur le côté gauche, de revenir dans l'axe avec cette liberté de course, de mouvement, ça devient un joueur redoutable. Maintenant, Chelsea a un peu le défaut de ses qualités. C'est une équipe qui a beaucoup de talent, notamment offensif,
Mhm. Et c'est aussi peut-être leur point faible, ce serait de croire que seul le talent suffira à remporter des matchs. Et voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir guetter tout au long de la saison. Mais voilà, le talent, il est incontestable. Tout à fait. Gageons que des joueurs comme Thiago Silva apportent une forme plus que de stabilité, sans oublier, on l'évoquait déjà la dernière fois, la sérénité qu'apporte un Mendy, qui, dans tous les cas, oui, multiplie les clean sheets, c'est peu de le dire. Diogo Jota, c'est un joueur que beaucoup sont en train de découvrir. Il faut rappeler qu'il était déjà très bon sous le maillot de Wolverhampton la Mhm. saison passée. Mais c'est un joueur qui était peut-être moins en vue parce qu'il déjà il était dans l'ombre de Raúl Jiménez et d'Adama Traoré, qui étaient un peu les deux étoiles de cette attaque de Wolverhampton. C'est aussi une équipe Wolverhampton qui était une formation assez défensive. Et d'ailleurs, Jota l'a dit, il a dit quand on lui a parlé, je lui ai demandé s'il était en train de jouer le meilleur football de sa carrière à Liverpool. Il a dit, je suis en train de jouer dans la meilleure équipe de ma carrière. Oui. Donc forcément, une équipe qui est plus dominante, une équipe qui joue plus près de la surface adverse, donc où il a davantage de l'opportunité de s'illustrer. Et là, clairement, ce qu'on voit, moi, ce qui me frappe, c'est l'intelligence de ses déplacements. Sur ce match contre Leicester, il a encore été une fois très bon, il a encore une fois marqué. Il est à 8 buts en 10 apparitions de Première Ligue et Ligue des Champions. C'est exceptionnel. Il a débuté sur le côté droit face à Leicester, mais c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui se recentre beaucoup et qui s'entend déjà beaucoup avec Mané et Firmino. C'est un joueur très intelligent et qui a un volume de jeu assez exceptionnel et qui est en train de devenir clairement ce que recherchait Jürgen Klopp, c'est-à-dire le remplaçant potentiel de soit Mané, soit Salah, soit Firmino, parce qu'il peut jouer aux trois postes de l'attaque des Reds, Jota. D'accord, il a amplement participé à ce large succès du coup face à Leicester. Honnêtement, je ne croyais pas à un large succès dans ce match, notamment quand on voyait l'effectif et le 11 probable de Il départ n'y de a, la pas part. grand monde, il y a pas grand monde qui imaginait ce score Oui. avec la composition de l'équipe de Liverpool. Et justement, rapidement, dernière question concernant la gestion du groupe, la façon dont manage Klopp ce club éclopé, sans mauvais jeu de mots. Ouais. Euh, Désolé. Qu'est-ce qui se dit en Grande-Bretagne par rapport à sa capacité, en plus de toutes ses qualités, à pouvoir créer un tel 11 qui marque une telle différence sur un rival direct? Bah, le grand gagnant de ce match-là, c'était Jürgen Klopp, évidemment, parce qu'on voit ce qu'il met en place à Liverpool depuis maintenant 5 ans et que c'est la force principale de Liverpool, c'est son entraîneur. C'est cette espèce d'osmose qu'il arrive à créer, cette adhésion qu'il arrive à créer au sein de ce vestiaire, ce collectif, et que peu importe les joueurs qui composent finalement son équipe, celui qui rentre dans le 11, il se met au diapason de tous les autres. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup de discipline. C'est impressionnant et effectivement, Diogo Jota est un peu l'exemple même de ça. Ouais. Il a hissé son niveau au niveau de ce qu'était le 11 de Liverpool et des principaux titulaires. Et c'est la même chose dans chaque ligne. Défensivement, Liverpool était très bon face à Leicester, très intelligent. Voilà, il faut rappeler qu'il manquait quand même le patron de sa défense, Van Dijk, il manquait son capitaine et leader au milieu, Anderson, il manquait son meilleur buteur, Moussala. Et malgré tout ça, les entrants sont très bons. Un joueur comme Robertson, par exemple, il n'y avait pas Trent Alexander-Arnold. On sait que le jeu de Liverpool passe beaucoup par les côtés, par ses latéraux. Et un James Milner qui a rendu service à droite, il était aussi compensé offensivement par un Robertson qui a été exceptionnel et qui délivre un caviar d'ailleurs sur le but de Jota au bout d'une séquence de 30 passes. Ouais. Donc Liverpool, c'est une équipe c'est un collectif qui est rodé, qui est huilé et c'est vraiment une vraie machine. Et très honnêtement, ce qu'ils ont fait contre Leicester est en train de montrer qu'ils vont être favoris à leur propre succession malgré ces blessures, malgré cette hécatombe de blessures qui les a frappés. Très juste, tu fais bien de souligner le match une fois de plus, de Robertson, qui est juste un joueur de rêve. Concernant en Klopp, nul doute qu'il ferait du bien à pas mal de clubs, à pas mal de groupes.
notamment un club, je dirais pas le nom, mais qui commence par P et qui finit par SG, de façon à remuer un petit peu les gens et à les faire sortir de leur zone de confort. Mais en tout cas, oui, une fois de plus, ce Klopp, c'est assez formidable ce qu'il fait. Parfait. Écoute, ravi une fois de plus d'avoir pu échanger avec toi sur ce qui s'est passé le week-end dernier et ce qui va se passer dans le week-end à venir de Première Ligue. Merci beaucoup et je te dis à très vite. À très vite. Ciao, ciao. Ciao.